Vidéo numéro 38. Effet d'échelle. Bonjour à tous. Vous avez certainement entendu parler des effets d'échelle en économie, un argument souvent utilisé pour justifier les fusions d'entreprises en diminuant les coûts unitaires de fabrication. Mais ce n'est pas ce dont je parlerai aujourd'hui. Vous avez toujours voulu savoir pourquoi les mouches peuvent marcher au plafond? Pourquoi certains insectes marchent sur l'eau? Pourquoi les fourmis arrivent à porter des charges beaucoup plus lourdes qu'elles? Ou pourquoi les personnes de petite taille sont plus frileuses que les grandes? Il s'agit à chaque fois d'un effet d'échelle. L'un des premiers scientifiques à s'intéresser aux effets d'échelle en biologie était Galilée, qui, dans son livre « Deux nouvelles sciences », a compris une chose très simple. Si vous multipliez, toutes choses égales par ailleurs, la taille d'un animal par 3, son volume et donc son poids est multiplié par 27. Mais la section de ses os, qui doivent en définitive supporter son poids, n'est multipliée que par 9. Il faut donc changer beaucoup leur forme pour augmenter la section. Ceci explique pourquoi les fémurs des éléphants n'ont pas la même forme que ceux des chiens, et encore moins des souris. Et l'aspect massif des gros animaux, comme l'éléphant et l'hippopotame, ne doit rien au hasard, tout comme, à l'opposé, l'aspect gracile d'une belette, par exemple. Point 1. Que se passe-t-il lorsqu'on modifie l'échelle d'un objet? Par modifier l'échelle, nous entendons multiplier les 3 dimensions par un même facteur k. Contraction si k est plus petit que 1 et dilatation si k est plus grand que 1. Les objets de la vie réelle sont souvent composés de plusieurs matières différentes. Les effets du changement d'échelle peuvent être différents suivant les matériaux, impactant des propriétés mécaniques telles que l'élasticité, la résistance à la torsion et la rigidité. Et ceci a eu une influence déterminante sur la taille et la forme des organismes vivants pluricellulaires. Point 2. Optimisation de taille des espèces vivantes. Les organismes vivants pluricellulaires sont des associations d'organes enfermés dans des membranes protectrices et éventuellement maintenus en place par un squelette, soit interne chez les mammifères, soit externe chez les insectes, pour donner 2 exemples. Si on change l'échelle d'un organisme vivant, il se produit 2 choses. Premièrement, la consistance des organes change et la rigidité des supports également. Le niveau de protection des organes internes diminuerait quand la taille augmente si on garde la même forme. Pour compenser cela, le squelette doit s'alourdir plus qu'en proportion du poids général. Deuxièmement, le rapport surface extérieure sur volume est modifié. L'augmentation de la taille d'un facteur K produit une division par K des échanges avec l'extérieur par unité de volume en un temps donné. Chaleur par exemple, puisque la surface est multipliée par K au carré et le volume par K au cube. Ceci explique qu'une personne de petite taille ressent plus fortement et plus rapidement les variations de température qu'une personne de grande taille, si on fait l'hypothèse, très approximative, que 2 corps humains de taille différente ont à peu près la même forme. Point 3. Pourquoi les animaux gigantesques sont-ils rares? Pour un animal terrestre, c'est fatigant d'être grand. Le squelette s'alourdit, se déplacer consomme plus d'énergie par unité de volume, il faut donc consommer plus d'aliments par unité de volume, les organes digestifs se fatiguent donc plus vite. De plus, les gros animaux ne se déplacent pas beaucoup plus vite que les petits. Un chat court aussi vite qu'un tigre. Donc les prédateurs de grande taille ne sont pas très efficaces, alors même qu'ils ont besoin de consommer plus par jour et par kilo de poids. La sélection naturelle a donc plafonné la taille des animaux. Les grands cétacés profitent sans doute du fait qu'ils peuvent s'alimenter sans aucun effort grâce au plancton. Leur taille a été limitée par d'autres facteurs, mais ils bénéficient naturellement d'une grande longévité. Point 4. Est-ce donc un avantage d'être petit? Cela semble être le cas général,
au moins pour les animaux terrestres. Et en pratique, les petits animaux sont extrêmement nombreux, leur biomasse dépasse de loin celle de l'humanité, celle des arthropodes comptant pour plus de la moitié du règne animal. Ceci nous ramène aux insectes, notamment à la mouche et aux gérisses. Pour commencer avec la mouche, il est plus facile de voler lorsqu'on est petit car la portance des ailes est proportionnelle au carré de la taille et le poids au cube de la taille. Et pour ce qui est de marcher au plafond, des ventouses microscopiques pourraient lui suffire, alors que pour nous, il faut près d'un décimètre carré de ventouses parfaitement étanches pour nous accrocher au plafond. Et pour marcher ainsi, ce serait diablement sportif. En réalité, au lieu de ventouses, la mouche a un grand nombre de petits poils qui sécrètent un liquide collant à l'extrémité des pattes. Quelques microgrammes, voire nanogrammes de cette colle, suffisent à la faire tenir, car elle ne pèse que quelques milligrammes. Quant au géris, cet insecte qu'on voit marcher sur l'eau, il tient grâce à la force de capillarité qui s'exerce à l'interface de l'eau avec ses pattes. S'il était 10 fois plus grand, il coulerait comme une pierre, car il pèserait alors environ 1000 fois plus, alors que les forces capillaires n'auraient augmenté que d'un facteur 10, étant localisées principalement sur la courbe de contact entre les pattes et la surface de l'eau. Finalement, pour les capacités étonnantes de levage et de transport des fourmis, l'explication est dans le même esprit que les pattes d'éléphant et les acrobaties de la mouche. Mais pour plus de détails, je vous renvoie à la fin de la bande dessinée à paraître d'un certain Francis Haro, dont vous voyez l'annonce à l'écran. Ce sont des mathématiques ludiques, mais pour la bonne cause, car hors de tout esprit de compétition scolaire. Point 5. L'atome est-il un système solaire en réduction? C'est ce qu'on entend dire parfois. Pour examiner cette hypothèse, je propose un petit calcul. Nous savons que la Terre fait le tour du Soleil en un an, soit un peu plus de 30 millions de secondes, et que cela correspond à une vitesse de 30 km par seconde. Dans le modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène, la vitesse de rotation équilibrant la force électrostatique correspond à 2000 km par seconde. C'est un peu curieux. Ça varie en sens inverse de la taille. Et en tours par seconde, c'est encore pire. Le temps serait-il à l'échelle? Pour la Terre, 3 fois 10 puissance 7 secondes pour faire un tour. Pour l'électron, le tour fait 6 fois 10 puissance moins 10 mètres. Donc, pour faire un tour, il suffit de 6 fois 10 puissance moins 13 divisé par 2000, soit 3 fois 10 puissance moins 16 secondes. Le rapport des périodes est de 10 puissance 23, alors que le rapport des diamètres des orbites est 3 fois 10 puissance 8 divisé par 2 fois 10 puissance moins 10, soit 1,5 fois 10 puissance 18. Il n'y a donc pas de correspondance raisonnable entre échelle de temps et d'espace. Si on fait le calcul avec Jupiter, la plus grosse planète, on trouve un rapport des périodes de 1,2 fois 10 puissance 24, et le rapport des diamètres devient 8 fois 10 puissance 18, ce qui n'est pas mieux. Le système solaire et un atome, même dans le modèle classique, ne se ressemblent que très superficiellement. Il ne semble y avoir, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, que des apparences de ressemblance. Chaque chose a sa place, ou plutôt à sa taille. Comme souvent, une conclusion philosophique s'impose. Non pas pour dire que le monde est bien fait, mais plutôt que dans les limites imposées par ce que nous en connaissons, il ne pouvait pas être différent. Et il n'est donc pas en notre pouvoir de le modifier.